Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce webinaire organisé par la chaire internationale d'études comparées de la santé au travail, la SIEXT, à l'Université de Bordeaux, sur la santé et la sécurité des livreurs de plateformes, à partir de la présentation des résultats du rapport pluridisciplinaire réalisé par et sous l'égide de l'ANSES et qui a été récemment publié. Vous pourrez trouver d'ailleurs ce rapport en ligne en cliquant sur la fiche ou directement sur le site de l'ANSES. Alors sans plus attendre, je vais donner la parole à Isabelle Dogareil, qui est chargée de présenter ce webinaire et comment nous nous sommes organisés. Isabelle, tu as la parole. Je te remercie Loïc. Je te remercie en tant que responsable de la chaire de bien vouloir accueillir la présentation de notre rapport sur la santé et la sécurité au travail des livreurs de plateformes que nous avons réalisé avec l'ANSES, donc l'Agence nationale pour la sécurité sanitaire. C'est un rapport pluridisciplinaire qui a été coécrit par 10 auteurs venant de disciplines différentes, la sociologie, l'ergonomie, médecine du travail, juriste, psychologue, etc. Euh, et donc ce rapport a été réalisé parce qu'il y a eu une saisine de l'agence par la CGT, la Confédération générale du travail, donc qui est une des 5 organisations représentatives en France. Euh, Nous avons travaillé donc sous la coordination de euh, Atia Dina, ici présente, et Thomas Bayeux, qui ont coordonné avec beaucoup de doigté, d'intelligence et de gentillesse notre groupe pluridisciplinaire. Nous avons travaillé quasiment 2 ans. Et ce rapport a été rendu public au mois de mars 2025. Il est en ligne, donc vous pouvez y accéder en français, mais il y a aussi un compte-rendu en anglais pour ceux qui sont de langue anglaise. Alors, ce webinaire, comment est-ce que nous l'avons conçu? Eh bien, il s'agira tout d'abord, avec Thomas et Dina, de présenter les principaux résultats de ce travail d'expertise, autant du point de vue méthodologique que du point de vue de sa structuration du fond et des propositions que nous avons faites auprès des pouvoirs publics. Euh, et ensuite, ce séminaire sera animé par Isabella Billetta, qui est chercheure en sciences sociales, qui est ici aussi présente et qui a fait partie du groupe des auteurs de ce rapport, étant entendu que Isabella est parfaitement anglophone, si toutefois, dans le public, dans l'audience, il y avait des questions ou des commentaires en anglais. Nous avons décidé, pour présenter ce webinaire, après la présentation du rapport, de donner la parole d'abord à Arthur Hay, qui est le livreur de plateforme de Bordeaux, qui a eu cette idée de parler à son syndicat, la CGT, pour essayer de réfléchir et d'avoir des informations, des données, un cadrage sur la santé et la sécurité au travail des livreurs de plateformes donc dites de mobilité ou encore de livraison de repas. Et donc, on donnera la parole à Arthur qui va nous raconter pourquoi il a eu cette idée, comment est-ce elle est née et comment est-ce qu'elle a été développée. Ensuite, on donnera la parole à Urwana Kwako, qui est juriste, professeur de droit du travail à HEC Montréal, qui est membre du Centre interdisciplinaire international sur la mondialisation et le travail, et qui, comme bien d'autres chercheurs, a coordonné, dirigé plusieurs recherches sur les travailleurs de plateforme et bien sûr est auteur de nombreuses publications sur le sujet. Puis, nous donnerons la parole à Fabien, excusez-moi, Grandjean, donc directeur adjoint de la direction régionale Nouvelle-Aquitaine, donc en charge
des services d'inspection du travail. Et enfin, nous donnerons la parole à Séverine Beyer, qui est référente technique et au plaidoyer au niveau national d'une ONG qui est très, très proactive sur la question de la santé et la sécurité au travail des livreurs de plateforme, des travailleurs de plateforme et des travailleurs migrants en général, et donc Médecins du Monde. Et ensuite, eh bien, nous ouvrirons la parole au public, à l'audience. Nous vous remercions pour l'intérêt que vous avez porté, aussi nombreux à écouter et à intervenir dans ce webinaire. Et je donne la parole immédiatement à Isabella. Merci Isabelle. Donc, en fait, tu as tout dit et nous allons passer directement à Thomas et Dina qui vont nous présenter à deux voix le rapport dont Isabelle parlait, qui est le centre de notre présentation aujourd'hui dans ce séminaire. Et ce rapport à deux voix sera pas plus long que 30 minutes. Et comme mon animation, en fait, est essentiellement la maîtrise des horloges, à un moment donné, je signalerai peut-être que le temps s'écoule et qu'il faut en terminer. Voilà. Thomas et Dina. Merci Parf- Isabella. Parfait, merci beaucoup Isabella, merci beaucoup à la chaire pour cette invitation, à Isabelle pour cette introduction. Et donc, bonjour à toutes et à tous, j'aurais dû peut-être commencer par ça. Et sans plus attendre, on va rentrer sur la présentation qui va vous être proposée aujourd'hui. Puisqu'aujourd'hui, il nous a été donné l'occasion, en fait, de partager avec vous les résultats de travaux conduits par l'ANSES concernant les liens entre l'activité de livraison de repas et la santé des livreurs. Donc, juste en deux mots, l'ANSES, c'est l'Agence nationale de sécurité sanitaire. C'est une structure publique en France qui est impliquée dans la réalisation de recherches, mais également d'expertise collective dans le champ de la santé publique. Et parmi les sous-axes, on va dire, qui sont investigués par l'ANSES, il y a bien entendu les enjeux en lien avec la santé au travail. Donc, quelques éléments de contexte avant de commencer. Le développement des plateformes a été très conséquent depuis les années 2010. Ce développement, il s'explique en grande partie au niveau français par différents facteurs. Un contexte légal qui a été plutôt propice avec la mise en place de lois qui allaient plutôt en faveur du développement des plateformes, par une volonté des pouvoirs publics de faciliter l'essor de l'auto-entrepreneuriat. On aura l'occasion d'y revenir par la suite, mais également par un accès assez facilité aux capitaux sur les marchés financiers, ce qui a pu permettre aux plateformes qui répondent à un modèle de start-up de se développer, puisque dans le cadre de ce modèle économique, il y a une sorte de dépendance à ce type de ressources. Donc ça a pu faciliter cet essor qu'on a observé depuis les années 2010. Cette croissance, elle ne s'est pas faite pour autant sans heurts. Plusieurs sphères se sont ou ont été mobilisées durant les dernières années. À ce titre, on peut citer des actions en justice, par exemple, qui ont été conduites, principalement au nom d'une concurrence considérée comme faussée par certains acteurs historiques d'un marché, ou encore autour de la requalification des contrats commerciaux en contrats de travail par les travailleurs de ces plateformes. Il y a également eu de nombreuses décisions ou initiatives au niveau parlementaire, avec des lois, des rapports qui ont été produits. Des actions des travailleurs ont également été mises en place avec une certaine médiatisation pour plusieurs d'entre elles. Et en dernier lieu, des travaux de recherche ont permis d'engager des échanges au niveau de sphères académiques. Pour autant, malgré ce constat d'un certain dynamisme des discussions, la question de la santé a été que très peu évoquée durant toutes ces années, et il y avait ainsi une sorte d'angle mort qu'il convenait d'éclairer. Donc, cela a motivé la CGT, syndicat français, de saisir l'ANSES, enfin, ou pour saisir l'ANSES, autour d'une évaluation des risques pour la santé des travailleurs de plateformes numériques de livraison de repas en France. Cet intitulé il est un petit peu long. À l'avenir, dans la présentation, on parlera de livreurs et je pense que voilà, on fera référence à cette population en particulier.
Donc, pour réaliser ce travail, comme ça a été évoqué en introduction, bah, l'ANSES a mis en place un groupe de travail pluridisciplinaire. C'est une stratégie de fonctionnement assez classique à l'ANSES. Et parmi les compétences qu'on retrouvait autour de la table, il y avait des personnes avec des compétences dans le champ des sciences humaines et sociales, des sciences médicales, des sciences du travail, ou encore des technologies numériques et de l'algorithmie. Il a noté aussi que l'ensemble des experts qui ont contribué à cette expertise n'avaient pas de conflit d'intérêts, ce qui est important à l'échelle de l'ANSES. Et donc, en tout, il y a eu à peu près une trentaine de réunions sur une durée de 2 ans qui ont permis de structurer la réflexion de ce groupe et de produire un rapport qui est désormais disponible sur Internet. Donc, juste pour celles et ceux qui participent au webinaire là, actuellement, les liens ont été mis dans le chat vers le rapport en français et le résumé en anglais. Alors, à ce stade-là, il est important de savoir dans quelle était la logique de travail qui était engagée par le GT, le groupe de travail. Donc, notre étude où notre objet d'étude, c'est la santé des livreurs de repas et en particulier les liens entre leur santé professionnelle, enfin leur activité professionnelle et leur santé. Donc, pour comprendre cette relation, plusieurs jalons ont dû être objectivés. Tout d'abord, qui sont les livreurs de repas? Il a fallu répondre à cette question. Quelles sont leurs caractéristiques socio-démographiques? Quels sont leurs parcours? Objectiver ce point, ça n'a pas été sans difficulté parce que c'est une population qui est difficilement captive au sein des travaux académiques, des études, et qui est en évolution régulière. Là aussi, on y reviendra par la suite. Deuxième pan de notre réflexion, c'est qu'est-ce que recouvre la notion de santé telle qu'elle est investiguée dans le cadre de cette expertise. Alors, bien entendu, dans le champ de la santé publique, on se raccroche bec et ongle à la définition OMS, à savoir que la santé n'est pas simplement l'absence de maladie, c'est un état complet de bien-être physique, mental et social. Nous avons également eu recours à des approches dépassant cette notion d'état de santé et qui considèrent que la santé se construit dans le temps. Dans cette perspective, le travail est un facteur de construction de la santé, de même que la santé participe de la construction du rapport au travail. Donc, en résumé, dans le cadre de cette expertise, nous avons une vision assez large de la santé. Et troisième élément de ce triptyque, l'activité en elle-même. Cette dernière est régie par de nombreuses dimensions qui sont l'environnement, tant physique que climatique ou météorologique, dans lequel elle s'exerce, les technologies qui la rendent possible, comme la téléphonie, l'algorithmie, mais aussi les relations contractuelles et de manière plus générale, peut-être les relations entre les plateformes et les livreurs. Donc, on cherche ici quelque part à répondre à la question du comment s'organise le travail, les relations. Afin de comprendre les ressorts de ces relations, il nous a paru important d'objectiver le pourquoi ces relations sont possibles. Et en conséquence, on s'est intéressé au contexte socio-économique, au contexte juridique, institutionnel et au contexte socio-technique. Pour alimenter la réflexion du GT, plusieurs ressources ont été mobilisées. Là aussi, c'est une démarche qui est assez classique à l'ANSES. On a mobilisé en premier lieu la littérature académique et la littérature grise, produite par des institutions du type UOCHA ou l'ETUI, enfin voilà, des institutions reconnues sur le sujet qui ont pu publier. On a complété notre analyse par des données d'ordre médico-administratif, des données d'enquête, de surveillance ou de vigilance sanitaire qui existent à l'échelle française. On a conduit des auditions auprès d'acteurs qui étaient impliqués sur le sujet. Et on a également financé une étude exploratoire au travers, enfin, qui s'intéressait à deux axes en particulier. Dans le cadre de cette étude, il y a une approche en ergotoxicologie qui a été développée et une approche en psychodynamique du travail. Donc cette étude-là également est disponible sur HAL et on pourra vous mettre le lien au besoin. Donc les difficultés pour avoir des données ont motivé ce recours à un éventail assez large de ressources. Alors, maintenant que le contexte et le cadre d'analyse sont posés, on va entrer dans le vif du sujet. Depuis tout à l'heure, là, j'utilise le vocable de plateforme assez régulièrement dans mon discours. Il faut savoir que la définition de plateforme a pu être mouvante au cours du temps ou encore en fonction des acteurs qui l'énoncent. Mais en 2024, les institutions européennes ont proposé une définition
que l'on conservera par la suite là, dans notre propos. Donc en fait, la définition qui a été évoquée au niveau européen, c'est que les plateformes de travail numérique sont ou c'est une personne physique ou morale fournissant un service qui satisfait à toutes les exigences suivantes. Donc il y a un certain nombre. Donc, il est fourni au moins en partie à distance par des moyens électroniques tels qu'au moyen d'un site internet ou d'une application mobile. Il est fourni à la plateforme d'un destinataire du service. Il comprend en tant qu'élément nécessaire et essentiel l'organisation du travail exécuté par des individus contre rémunération, que ce travail soit exécuté en ligne ou sur un site précis. Il comprend l'utilisation de systèmes de surveillance automatisés ou de systèmes de prise de décision automatisés. Donc, il est à rappeler que les plateformes peuvent prendre différentes formes. Là, nous, on s'intéresse aux plateformes d'emploi et de travail, comme celle de la livraison ou du transport de personnes, par exemple. Mais il peut y avoir également des plateformes collaboratives hein, qu'on retrouve dans la littérature. On pourra citer par exemple Wikipédia, qui est dans ce cadre-là, ou encore des plateformes digitales telles que les réseaux sociaux ou des moteurs de recherche. Donc ça, cette typologie autour de trois pans, on va dire, a été produite dans le cadre d'un rapport de l'IGAS, donc l'Inspection générale des affaires sociales, qui est le corps d'inspection du ministère de la Santé en France. Alors, plusieurs points d'attention ont été relevés au travers de l'expertise. En effet, le positionnement des plateformes comme simple intermédiaire peut être questionné à plusieurs égards. Ce sont en effet les plateformes qui affectent les livraisons aux livreurs et cette action elle est clairement pas neutre. Par ailleurs, même si ça peut faire l'objet de discussions depuis peu au sein d'une instance dédiée au dialogue social en France, à savoir l'ARP, les plateformes ont historiquement fixé les prix des livraisons. Initialement, le prix était fixe et relativement haut, puis sont devenus variables et se réduisent progressivement. Donc cette position de force des plateformes a été renforcée par des dispositifs légaux. Le législateur français, en 2016, a postulé l'indépendance du travailleur vis-à-vis de la plateforme, alors que celle-ci détermine les caractéristiques du service fourni et qu'elle en fixe le prix, comme on vient de le dire. Le livreur, micro-entrepreneur, ne jouit donc d'aucune des règles du droit légal et conventionnel du travail. La loi El Khomri, du nom de la ministre qui l'a portée en 2016, n'a apporté aucune protection particulière supplémentaire tenant compte des spécificités de l'activité exercée via des plateformes pour que ces droits soient réellement effectifs. Donc les réformes qui ont suivi sont inscrites dans ce lignage et donc il n'y a pas eu forcément d'amélioration substantielle pour les livreurs. Face à ces constats, il y a eu plusieurs conséquences. La précarisation croissante de l'activité a modifié en elle-même la population au travail. On est ainsi passé d'étudiants ayant une appétence pour l'activité physique initialement à des travailleurs précaires cherchant à compléter leurs revenus et désormais une population sans papier. Alors, cette évolution, elle est difficilement objectivable d'un point de vue quantitatif, puisque, comme indiqué précédemment, c'est des populations qui sont des fois difficiles à capter dans le cadre de grandes enquêtes. Pour autant, il y a l'INED là qui est en phase de finalisation d'un travail qui pourra essayer peut-être d'objectiver ce point. Il y a eu des stratégies de contournement par les populations, notamment sans papier, hein, pour exercer cette activité, qui ont mis en place, notamment à travers de la location de comptes, un accès à la plateforme. Donc voilà, il y a une personne en règle d'un point de vue administratif qui loue son compte à des personnes sans papier pour qu'elles puissent exercer cette activité. Et donc, qui dit location dit qu'en fait, ben, il y a un dégrèvement sur le revenu qui est généré par le livreur, ce qui rend cette activité encore moins rentable pour eux que pour une personne en règle. Cette population au travail, étant désormais aux marges de nos sociétés, elle se voit en outre pénalisée sur un plan médical, puisqu'il y a éventuellement une méconnaissance de dispositifs de prévention qui pourraient être accessibles éventuellement. Il y a surtout une difficulté pour accéder à l'offre de soins en bonne et due forme. Et là, quelque part, on devine un peu les prémices des enjeux sanitaires qui seront développés par la suite par Dina.
Alors, si le contexte n'apparaît pas aidant d'un point de vue sanitaire, l'activité, elle reste quand même l'enjeu central ici. Il y a souvent un discours de la facilité associée à cette activité. C'est simple de devenir livreur, c'est simple de livrer, qui est entretenu par les plateformes. Cependant, ce discours, il peut être rapidement déconstruit au regard des trois dimensions qui régissent l'organisation du travail. Tout d'abord, il y a la question du statut d'indépendant. Ça implique la création d'une entreprise, son administration, la capacité à gérer des problèmes organisationnels, techniques, comme par exemple la réparation du vélo ou du scooter qui incombe au livreur, la capacité à pouvoir gérer financièrement une rupture d'activité en cas de problème de santé important, par exemple. Donc, le statut d'indépendant, clairement, lui, c'est pas le plus simple à gérer. Il y a une absence d'encadrement humain face aux plateformes. L'isolement des livreurs est notoire. En cas de difficulté, c'est au livreur de faire face seul à la situation. Et ça, c'est un vrai problème. Et en dernier lieu, il y a la question du management algorithmique. Donc, il y a eu des travaux de l'UOSHA qui ont permis d'établir que le management algorithmique, c'est l'utilisation d'algorithmes pour attribuer, surveiller, évaluer les tâches de travail et ou pour surveiller, évaluer le comportement et les performances des travailleurs grâce aux technologies numériques et la mise en œuvre semi-automatique des décisions. Donc là, il y a une dépossession quelque part du travail, de son organisation par l'algorithme. Et ces différentes dimensions, on peut clairement les retrouver dans de nombreux autres secteurs d'activité, mais l'originalité ici réside en fait dans leur combinaison. Et on les retrouve toutes les trois, et c'est ça qui pose une vraie difficulté. Donc, quelles conséquences ont été observées en lien avec cette organisation du travail? Ces conséquences, elles sont de nature diverse. Il y a l'asymétrie informationnelle entre la plateforme et le livreur, qui est difficile, impossible même de questionner pour ces derniers. Cela conduit à une opacité, et donc forcément, ça joue sur la relation que le livreur entretient avec le travail qu'il exerce. Il y a le discours de la simplicité, hein, qui est un véritable argument marketing pour essayer de- d'associer des livreurs. Et ça, ce discours de la simplicité il se heurte au constat du travail réel. Le vécu des travailleurs apparaît assez éloigné de ce qui est avancé par les plateformes. Donc face à ces différentes tensions, des stratégies de régulation étaient mises en œuvre par les livreurs. On peut en citer quelques-unes. Déjà, il y a des phénomènes d'accélération, d'auto-accélération qui sont observés. Les livreurs vont vite durant l'ensemble du processus de livraison. Ils vont vite également dans leur vie privée. Il y a une sorte de continuum qui s'installe, et ce qui n'est pas sans conséquence sur leur vie ou la sphère socio-familiale. Cela conduit, cette accélération, ça conduit inévitablement à prendre des risques durant l'activité, ce qui est une source d'accidents à court terme et d'autres enjeux à long terme, et ça, Dina le développera largement. Et parmi les stratégies, il y a aussi celle qui consiste à faire avec. Les livreurs ignorent les symptômes cliniques qui peuvent apparaître jusqu'au jour où en fait le corps s'effondre. Une sorte de phénomène de travailleur cassé qui peut s'installer, et ce qui est un vrai enjeu aussi pour après essayer de retrouver une autre activité. Et comme évoqué précédemment, en raison d'un souhait d'aller vite et de difficultés à accéder à l'offre de soins, des stratégies d'automédication sont installées, ce qui peut engendrer des problèmes sur le long terme lorsqu'elles ne sont pas associées à un parcours de soins régi par des professionnels de santé. Donc, au-delà des stratégies individuelles là, de régulation qui viennent d'être exposées, des modalités de protection collective auraient pu apparaître, mais dans le cas présent, de nombreux obstacles existent à la mise en place de ces stratégies. On peut évoquer la concurrence entre les livreurs. Ça ne va pas de soi de lier des réseaux de solidarité lorsque voilà, on est en concurrence avec le livreur qui est à côté. Il y a un constat d'un turnover important, même si là aussi c'est difficile de le chiffrer, et qui rend difficile le maintien de réseaux de solidarité dans le temps ou de systèmes de cohésion collective. Et en dernier lieu, il y a une faible syndicalisation dans ce secteur qui aurait pu aussi permettre de porter la voix des travailleurs dans le cadre de négociations collectives. Donc l'organisation du travail, c'est pas neutre, elle n'est pas neutre sur les risques auxquels sont soumis les travailleurs.
Et à présent, nous allons évoquer ces enjeux sanitaires justement de manière plus précise et je vais laisser la parole à ma collègue Dina Atia. Merci beaucoup Thomas pour toute cette première partie. Donc pour aborder la question des effets sanitaires, on a tout d'abord fait face à un challenge, à savoir le manque de données. Donc en interrogeant la littérature scientifique, on avait trouvé peu d'articles qui s'intéressaient spécifiquement aux livreurs de plateformes. Pour cela, le groupe de travail est de mettre en place une stratégie en s'intéressant à des métiers dits analogues, par exemple les cyclistes professionnels ou bien les, euh, les chauffeurs de taxi, pour essayer de d'étayer au mieux son propos et faire le bilan des effets sanitaires possibles. Ensuite, il y a un second aspect, c'est la difficulté d'obtention des données, hein. On fait face à une population précaire, souvent des migrants qui ont une certaine méfiance vis-à-vis des personnes qui représentent une entité publique, à savoir les acteurs de la recherche. Et dans ce cas, c'est très compliqué en fait de faire un suivi médical ou bien faire une compilation systématique des données. Et aussi, les plateformes donnent malheureusement pas assez accès à leurs données alors qu'ils suivent les livreurs sur toute leur petite aventure du début jusqu'à la fin de la livraison. Tu peux passer à la diapositive suivante. Donc voilà, on a eu besoin d'une approche globale de compréhension des effets sanitaires pour voir comment les facteurs organisationnels viennent s'entrelacer pour faire émerger tout un tas d'effets sanitaires. Ici, vous avez sur cette photo en fait tout ce que vit le livreur avant le shift jusqu'à la fin du shift. Il faut savoir que c'est pas anodin, on s'installe en tant que statut d'auto-entrepreneur, comme l'a précisé Thomas. On attend ses livraisons, on se donne du temps qu'on alloue pour la livraison et quel que soit le temps, qu'il fasse beau, qu'il pleuve ou autre, on est dans ce milieu urbain. Il faut aller à toute vitesse pour satisfaire non seulement le restaurateur, mais aussi le client. Et tout ça se fait sous la manette du management algorithmique qui vous suit tout le temps, vous évalue et vous sanctionne au besoin. Et voilà, le paradoxe, ça va être aussi pour le livreur d'essayer de comprendre cette management algorithmique, savoir ce qu'il faut faire pour plaire à l'algorithme. Car si je ne plais pas à l'algorithme, eh ben, tout simplement, je ne reçois plus suffisamment de livraisons à effectuer. Et donc, il y a une perte de salaire qui est impactant puisque je suis sous le statut d'auto-entrepreneur. Donc voilà, on a fait dans ce rapport d'expertise une vision séquentielle de l'ensemble des effets sanitaires. Puis la dernière partie du chapitre qui s'intéresse aux effets sanitaires, on a essayé de développer une approche holistique, globale. Tu peux passer à la suite. Donc, pour faire le bilan, on a identifié trois piliers. Le statut d'auto-entrepreneur, le fait d'être sous management algorithmique et le fait de devoir livrer dans un environnement urbain sous pression temporelle. Donc ça, c'est la partie de gauche de ma diapositive. Au milieu, on écrit les facteurs de risque associés à chaque situation. Par exemple, le fait d'être en livraison à deux roues, eh ben, ça va demander une forte implication physique. On va subir une pression temporelle. On va travailler de longues heures parce qu'on veut à tout prix augmenter son nombre de livraisons. Et on va pédaler de manière intensive et donc soumettre le corps à de rudes pressions. Ça peut avoir comme conséquence des accidents avec de la traumatologie, et puis aussi surpasser ses limites et faire face à des troubles musculo-squelettiques. Le management algorithmique, Thomas en a déjà un petit peu parlé, hein, le travailleur est sous surveillance constante et il appréhende cet algorithme comme il peut, avec des relations interpersonnelles très limitées, puisque son supérieur hiérarchique, son manager, c'est un algorithme. Donc c'est très compliqué, ça a des impacts sur sa santé mentale. Et le fait d'avoir des longues heures de travail et de travailler notamment à des heures où a priori on est censé se nourrir et tard en soirée, hein, puisque pour augmenter leurs revenus, les livreurs vont commencer leur shift le soir vers 18 heures, mais ça peut durer jusqu'à 23 heures, minuit, 1 heure, certains vont jusqu'à 2 heures du matin. Et donc, on a une disruption
des rythmes circadiens. Alors les rythmes circadiens, ce sont les rythmes de veille-sommeil de l'être humain. Le fait d'être sous statut d'auto-entrepreneur, eh ben, ça fait qu'on n'a aucune négociation possible. On a vraiment une incertitude quant aux revenus financiers et on a un manque de ressources organisationnelles. Typiquement, les équipements, le casque, les protections quand on fait du vélo, tout ça, si on le veut, eh ben, il faut se le payer soi-même. On peut passer à la diapositive suivante. Donc ici, sur cette diapositive, on a une synthèse des différents types d'effets sanitaires. Donc accidentologie avec, comme je disais, la traumatologie. Quand on parle de TMS, c'est souvent des TMS au niveau du poignet, du cou et des épaules, mais aussi bien sûr des genoux qui sont mis à rude épreuve, hein, puisque le vélo sur route dure ben, vient solliciter, sur-solliciter les articulations. Le fait d'avoir une perturbation des rythmes circadiens sur le long terme, on peut avoir une augmentation du risque de maladies dites de troubles métaboliques ou cardiovasculaires. Alors cardiovasculaire, pourquoi aussi? C'est parce que quand on accélère et qu'on décélère pour faire face aux feux rouges, etc., et faire face aux aléas de la circulation urbaine, on soumet nos cœurs à pas mal d'accélération et de décélération. Ça peut avoir des effets sur le long terme. Au niveau de la santé mentale, alors on parle de paradoxe du livreur. Tout simplement, il a deux peurs, le livreur, hein. Il a la peur de rouler dans un environnement qui n'est pas fait pour lui, hein. Et il a peur de ne pas rouler, c'est-à-dire ne pas avoir de livraison octroyée par l'algorithme. Et tout ça tout ça vient le mettre dans une sorte d'incertitude où il va tout le temps se questionner et essayer tout le temps de deviner comment fonctionne cet algorithme. Et il va toujours être dans une des stratégies de défense, c'est de se mettre dans un phénomène d'auto-accélération, tout le temps aller plus vite pour faire plus et pour user encore le corps de manière prématurée pour augmenter en fait les revenus financiers. D'autres types d'effets, hein, les effets liés à la peau, hein, quand vous sortez et qu'il fait très chaud ou bien très froid, vous pouvez avoir des problèmes au niveau cutané. Il faut savoir que le fait de pédaler pendant des heures assis sur sa selle, et ben ça va augmenter le risque de lésions cutanées. Vous respirez à plein poumon un air euh, qui est plein de pollution, hein, la pollution urbaine, et vous pouvez avoir des problèmes urologiques ou proctologiques parce que voilà, c'est jamais très bon de rester assis pendant des heures sur une selle. Donc quand on prend chaque aspect de manière indépendante, on le décrit dans le rapport et on vient considérer en fait l'effet cocktail, hein, comme on dit, l'effet holistique de tous ces effets sur notamment la santé mentale. On peut passer à la... Voilà, ce qui amène l'ANSES à conclure que le fait de pédaler dans un environnement urbain avec un modèle d'affaires qui est imposé par les plateformes va clairement produire des effets sanitaires néfastes pour la santé physique et mentale. Et donc, cette analyse nous invite à considérer les obligations en termes de sécurité et de sécurité sanitaire pour les organisateurs du travail que sont les plateformes. Donc, on va y revenir. On fait le constat que, d'une part, deux choses, les compensations en termes d'accidents ne sont pas suffisantes. On fait le constat que le cadre légal, si vous voulez, n'est pas suffisamment protecteur pour le livreur. Et, euh, et les politiques des plateformes vont pas dans le sens de du renforcement de la protection de la santé des livreurs. Ce qui fait que de notre point de vue, on peut améliorer, bien sûr, les politiques de prévention et de compensation pour ces livreurs. Et c'est pour ça que l'ANSES va émettre des recommandations que je présente dans dans les diapositives suivantes. Donc, les recommandations, déjà, c'est faire appliquer euh, les, euh, les obligations de l'organisateur du travail en termes de sécurité pour les livreurs. C'est aussi
profiter de l'opportunité de la directive plateforme qui a été publiée par la Commission européenne en 2024, en novembre 2024, pour, lors de cette transposition, mieux protéger ces livreurs, notamment au regard du management algorithmique, et puis essayer, si c'est possible, d'avoir un meilleur suivi en termes de remontée de données de terrain. Il faut savoir que comme euh, les, les livreurs sont H24 sur leur portable, ils sont suivis en termes de GPS et le management algorithmique fait qu'on sait exactement ce qu'ils font et quand ils le font. Donc c'est beaucoup de données qui pourraient permettre aussi de mieux comprendre les effets sanitaires qui peuvent émerger. Et puis, de manière plus pratico-pratique, hein, si d'un point de vue légal, il faudrait renforcer la protection sociale de ces livreurs avec favoriser le dialogue social et puis euh, ce contrôle des données, parce qu'il y a, voilà ce que je dis, hein, c'est le livreur, il ne fait que ça, donner des données aux plateformes. Donc, il faut vraiment et qu'il en soit conscient et que ces données soient protégées. Et d'un côté, pour améliorer les conditions de travail, il faudrait augmenter la rémunération des livreurs et puis, si possible, avoir des équipements et un droit à la formation. Et aussi sensibiliser le consommateur. Quand il reçoit sa livraison, le consommateur ne sait pas tout ce que le livreur a eu à subir pour arriver jusque-là. Donc ça, c'est une question de sensibilisation du client. Et puis voilà, l'idée aussi, c'est de favoriser la production de données en termes de santé mentale et physique pour le livreur. Excuse-moi, vas-y, Thomas, tu peux mettre cette diapositive. Donc, ces recommandations, elles sont utiles pour les livreurs de plateforme, certes, mais aussi à toutes les personnes qui travaillent sur plateforme et elles sont nombreuses. Et Thomas vous l'a bien expliqué, de nos jours, on va être de plus en plus malheureusement, on va subir une forme d'ubérisation du monde du travail et cet aspect est renforcé avec l'apparition de l'intelligence artificielle générative, puisque de plus en plus, les gens vont avoir tendance à se mettre à leur compte et puis même quand ils sont salariés et qu'ils subissent un contrôle de la vitesse de frappe sur leur clavier ou bien le fait d'être présent ou pas face à son ordinateur ou leur temps de réponse ou bien la lecture des émotions sur leur visage, on est en train de subir des modifications du monde du travail qui sont assez majeures et je pense que dans ce rapport, on donne aussi avec la mise en lumière du management algorithmique ce sont des petites graines pour envisager des travaux de plus grande ampleur sur les effets sur la santé de l'usage de l'intelligence artificielle dans le monde du travail. Voilà, je pense que maintenant, il est temps pour nous, avec Thomas, de remercier bien sûr l'ensemble des experts qui ont participé à ces travaux, qui ont été dans des thématiques très, très larges. Et aussi remercier les différents CES, comités d'experts spécialisés de l'ANSES. On conclut en vous disant que le rapport est disponible dans sa version française et intégrale, avec le lien qui est disponible ici. Et vous avez l'avis de l'ANSES qui est constitué d'une quinzaine de pages dans sa version anglaise disponible et rendue publique pour l'ensemble des parties prenantes et du grand public. Voilà, merci pour votre attention. Merci beaucoup, Dina et Thomas, pour cette présentation très complète et très intéressante et qui pose bien sûr les questions principales concernant la santé des livreurs de plateformes et notamment en fait le modèle d'affaires que les plateformes ont choisi et qui continue à se développer. Et puis aussi, ça interroge et ça questionne qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour mieux prévenir et mieux sécuriser la santé des travailleurs. Comme le disait Isabelle en début, en fait, on va donner la parole peut-être à Arthur Hay
pour qu'il nous explique comment son activité, son ancienne activité de livreur de plateforme a a sollicité chez lui l'envie de regarder de plus près comment ce modèle d'affaires a un impact sur la santé des travailleurs. Arthur? Bonjour tout le monde, merci de me donner la parole. Merci aussi pour cette enquête qu'on avait demandé à la CGT depuis longtemps, parce qu'il y avait effectivement un vrai besoin de données, hein. Comme on le disait là à l'instant, les plateformes utilisent nos données pour savoir de mieux en mieux comment nous exploiter, comment mieux tirer notre jus et faire de l'argent sur notre dos, tout en même temps qu'on en gagne nous moins et qu'on arrive à accepter des conditions qui aurait pu nous paraître complètement impossible à accepter quelques années avant de rentrer dans ce monde du travail des plateformes. Donc moi j'ai été livreur 6 ans, j'ai été livreur 1 an et demi pour les plateformes qui après m'ont licencié à la création, enfin m'ont toutes viré à la création du premier syndicat à la CGT de livreurs uberisés. Et pour revenir donc à la création de ce syndicat, un de nos objectifs principaux à cette création avec les collègues qui nous avions monté ça, c'était de comprendre ce qui nous arrivait en fait. On était là tous, mais comment est-ce que c'est possible que en 2015-16, en France, ça soit possible d'exploiter des gens comme ça, de les virer à l'arrache et qu'on ait quasiment pas de recours, quoi. Et donc on s'était dit, bon, ok, on va essayer de s'organiser pour lutter contre les plateformes, mais en même temps, on va essayer de comprendre pourquoi elles ont le droit de faire ça et avec quelle ambition. Un des enjeux qui a été aussi important là dans la recherche, c'était d'expliquer qu'on était dans une précarité, en fait. Même si on avait du mal à la définir, à l'expliquer, c'est difficile d'expliquer ce que vous appelez le cocktail des effets négatifs quand on les allie ensemble et quand on le vit au jour le jour, savoir l'expliquer, savoir pourquoi ça devient explosif comme ça, c'est compliqué quand on n'a pas de données. Et même chez certains livreurs, d'ailleurs, la précarité et les risques de santé, ils étaient niés, hein. Il n'y a pas que notre employeur qui nous niait ça. Et puis il y avait aussi, évidemment, parmi la grande armée de ceux qui en avaient un petit peu rien à faire ou qui pensaient qu'on exagérait, il y avait le gouvernement ou les gouvernements successifs auxquels j'ai eu affaire pendant toutes ces années de lutte pour l'amélioration des conditions de travail chez les travailleurs. Alors, pourquoi est-ce qu'on a demandé une aide à l'ANSES? Parce que justement, on était en retard sur les données. Moi, je me suis rendu compte pendant la lutte que, en fait, on commence un plaidoyer et en fait, on arrivait vachement en retard, nous les livreurs. Les plateformes comme Uber, ça faisait depuis un moment qu'elles faisaient du lobbying un peu partout et qu'elles avaient donné leurs propres données disant que tout allait bien se passer. Je m'en suis rendu compte, en fait, vraiment une fois en allant à la remise d'un rapport qui avait été fait par peut-être des scientifiques un peu moins scrupuleux que ceux qui font partie du colloque aujourd'hui, qui avait préparé un rapport avec Uber qui donnait très gentiment ses données pour faire ce rapport. Et c'était rendu à une sorte de commission, je sais plus quoi, liée à l'Union européenne. C'était en Allemagne. Et je suis arrivé là-dedans en amateur et je me rends compte qu'en fait, on donne un rapport qui explique qu'en fait, je suis très heureux dans mon travail, moi. Et j'avais l'impression que c'était pas vraiment le cas pourtant. Et au milieu de toute cette assemblée, donc il y avait des décideurs politiques, il y avait il me semble au moins un député européen, mais il y avait aussi des différents experts de certaines commissions, etc., qui applaudissent le rapport à la fin. Et moi, je le trouvais complètement décalé par rapport à la réalité. Et donc là, c'est là où je me suis dit, mais dis donc, en fait, c'est vrai que quand on a beaucoup d'argent comme Uber, on peut aussi se payer ça, quoi. Donc des faux rapports et des contacts avec des politiques. Donc il faut absolument qu'on arrive à faire quelque chose. Donc il y a eu cet événement-là qui pour moi était révélateur de ce besoin d'aide qu'on avait. Il y a eu aussi un autre moment révélateur, c'est quand j'ai une réunion un jour avec Elisabeth Borne, qui était ministre soit du Travail, soit du Transport, soit Première ministre, mais dans tous les cas, à chaque fois, elle a géré le dossier Uber, hein. Elle se l'est transféré à chaque fois, elle aime beaucoup ce dossier. Et elle finit par s'énerver de mes interventions, mais moi, il fallait pas s'énerver, c'est que je faisais mes interventions quand je pouvais, parce que j'étais en train de livrer à ce moment-là. Donc, un feu rouge, je coupe la parole à Madame Borne et j'interviens. Et j'explique un peu la précarité dans laquelle on est, ce qui aurait pu être qualifié pour elle finalement de sentiment de précarité. Pourquoi? Parce qu'elle m'a dit, bon, arrêtez de prendre la parole, moi, il me faut des données. Donc, vous me donnez des données, et après, on verra ce qu'on fait. Et donc, je lui ai gentiment rappelé qu'en fait, moi, j'étais déjà en train de faire une réunion avec une ministre sur mon vélo parce que j'avais pas le temps de faire tout correctement. Donc, en fait, vu qu'on n'a pas le droit à la représentation syndicale, déjà, on n'a pas de temps de délégation syndicale.
On n'a pas de moyens parce qu'il y a très peu de gens qui cotisent. C'est très nouveau, donc il y a tout à préparer, il y a tout à refaire. Il y a l'organisation des travailleurs, tout, enfin, il y a un milliard de choses. Et on me demande à moi des données pour éventuellement préparer une loi. Enfin, donc voilà. Donc c'est pas moi qui avais eu l'idée, Isabelle, hein, merci de me donner ça, mais on me l'a soufflé à l'oreille. Quand en fait j'ai demandé à un camarade que j'avais rencontré qui travaille à l'INRS, je lui ai demandé en fait si lui il pouvait pas produire de la donnée à l'INRS, quoi, faire un rapport. Il m'a dit en fait non, c'est pas possible parce que l'INRS, en fait, c'est une association qui a en gros une organisation paritaire entre salariés et employeurs en fait. Et il m'a dit vous au pire vous pourriez être employeur, mais je crois pas qu'il y ait beaucoup de livreurs qu'emploi. Et donc en fait on pourra pas vous faire cette donnée. Donc on est là, donc on n'a pas de données sur les arrêts maladie parce qu'en fait personne ne les pose. On peut pas avoir de données de l'INRS parce que en gros on n'est pas des salariés. Bref, il y a tout ça. Et lui, donc, il m'a dit, ce camarade de l'INRS, qu'on fait une saisine de l'ANSES. Voilà, c'est le meilleur moyen, je pense, d'avoir quelque chose d'assez holistique, comme vous disiez, Madame Atia, et d'avoir quelque chose à prouver, à mettre sous la dent de ces gouvernants, hein, gouvernants qui, d'ailleurs, depuis, malheureusement, la sortie du rapport de l'ANSES, qui prouve tout ce qu'on a dit depuis 10 ans, n'a pas forcément bougé d'un iota. Voilà un petit peu comment on en est arrivé à demander l'aide de l'ANSES. Et encore une fois, je remercie toutes les chercheuses, tous les chercheurs qui ont participé à ce travail, hein, qu'on essaye, nous, je continue de militer un peu, même si je suis plus livreur, qu'on essaye d'utiliser hein, pour faire avancer cette cause. On essaie d'y aller pas à pas. Donc, on a monté avec certains livreurs, certaines associations, ONG, des maisons des livreurs, notamment à Paris et à Bordeaux, qui sont aujourd'hui un point d'appui notamment pour créer de la donnée, mais aussi pour accompagner au jour le jour des livreurs qui ont des soucis juridiques, sociaux, évidemment de santé. On essaye de créer des lieux qui puissent répondre à tous ces soucis-là, et toujours une fois avec beaucoup moins de moyens que n'aurait une plateforme si elle avait elle-même l'obligation de prendre soin de la santé de ses travailleurs. Mais on essaie de faire comme on peut. Et aujourd'hui, voilà, et après je m'arrête, si je devais faire la lumière sur une chose qui pourrait améliorer la situation là, des livreurs, des livreuses, mais aussi en fait finalement de tous les travailleurs ubérisés d'aujourd'hui, mais aussi celles et ceux qui seront ubérisés à l'avenir, c'est qu'il y a une directive européenne qui a été actée l'année dernière, et la France a en fait 2 années pour faire appliquer cette directive européenne qui pourrait énormément aider à faciliter l'accès en fait à ces travailleurs travailleuses au droit du travail en fait, qui est vachement plus protecteur que pas de droit du tout, que le droit commercial. Et donc, je vous invite, hein, si vous avez des moyens, des points d'appui, des coups de main à fournir, à nous contacter. Je vais au mail de la Maison des livreurs euh, pour voilà, proposer un soutien. Si ça vous intéresse aussi si vous continuez à la recherche dans ces domaines-là, nous contacter pour pouvoir avoir accès aux données qu'on peut fournir et à travailler ensemble. N'hésitez pas à nous contacter dans ce mail-là. Voilà, merci beaucoup. Merci Arthur pour cet éclairage sur le pourquoi du comment de cette question qui, comme tu le disais, n'est pas du tout résolue en ce moment. Et je passerai la parole à Urvana Kwaku. Vu que vous avez travaillé au Canada sur l'implantation de l'entreprise Uber, notamment au Canada, et j'aimerais bien avoir votre sentiment sur l'impact de ce modèle d'affaires, en fait, sur la santé et la sécurité des travailleurs qui sont employés, entre guillemets. Et Juana, vous devez ouvrir votre micro, s'il vous plaît. Pardonnez-moi, voilà. Je pensais que j'avais mon micro ouvert. Excusez-moi, j'avais commencé à parler. Alors, je voulais vous remercier, Isabella, puis merci Isabelle de Gareil de m'avoir invitée, conviée à cette réunion qui est fort importante parce que socialement tellement pertinente. Je félicite en premier lieu les auteurs, l'ensemble des auteurs et également Tina et Thomas pour leur présentation absolument en fait, remarquable parce que c'est complexe
Et au surplus, vous l'avez fait avec une immense clarté. Puis également, merci à Arthur pour cet engagement et pour avoir initié ce processus-là si important. Et votre témoignage aussi qui montre l'enfermement dans lequel, à l'heure actuelle, se trouvent ces travailleurs de plateforme. Alors effectivement, j'ai beaucoup travaillé en fait sur les travailleurs de plateforme et en particulier sur plus précisément le transport de personnes. Donc évidemment là, comme l'a souligné tout à l'heure Dina, il y a en commun le management algorithmique, le statut des entrepreneurs sur lequel je me suis beaucoup intéressée. Mais là, on rajoute la couche de complexité, la question des livreurs à deux roues en milieu urbain, qui évidemment exacerbe tous les effets délétères que j'ai pu constater pour le transport de personnes. La bonne nouvelle, c'est que pour ma part, avec un autre collègue de Québec, on initie, puisqu'on vient d'obtenir une subvention du Conseil de la recherche scientifique du Canada, une recherche empirique sur les livreurs, justement. Donc, ça va être aussi pertinent de pouvoir comparer par rapport à ce que vous avez pu dégager. Alors, ces travailleurs de plateforme numérique, que de façon assez je dirais ironique, certains auteurs ont appelé les Silicon Valley. Donc, c'est les vallées en fait du 21e siècle. Donc, c'est pour ça que la lecture de ces rapports m'est apparue absolument essentielle. Je tiens à souligner le travail colossal que vous avez accompli. C'est une revue de littérature qui est pertinente. On n'est pas non plus complètement écrasé par le volume des lectures que vous avez faites, mais vous avez su dégager avec beaucoup de clarté et de pertinence, au fond, les aspects les plus essentiels. Autre point, j'ajoute la pédagogie que vous y avez mis. Donc, c'est très bien illustré. Donc, vous mettez en valeur les aspects les plus pertinents. Et j'insiste là-dessus parce que effectivement, puis vous l'avez, c'est un point que vous avez souligné dans le rapport, c'est que souvent, les plateformes revendiquent la simplicité d'accès au travail, la simplicité d'utilisation, la vitesse, la célérité avec laquelle on peut obtenir ces services. Mais évidemment, tout cela n'est souvent qu'un brouillard parce que derrière toute cette mise en relation, il y a des relations humaines et instrumentales d'une très grande complexité. Et les plateformes numériques, souvent, le travail, la mise au travail qu'elles mettent en œuvre est souvent mal comprise, non seulement de nos gouvernements, de nos décideurs. Et je pense que c'est important de faire la lumière derrière ce volet-là. L'autre point, l'autre mérite de votre rapport, c'est justement cette vision 360 degrés. Évidemment, vous avez travaillé la majorité du temps sur des données secondaires, mais néanmoins, vous avez su mettre en lumière l'importance de cet écosystème qui est le travail par les plateformes. Parfois, peut-être, effectivement, je pense qu'on a, comme beaucoup d'entre nous, mettons en lumière beaucoup la relation entre le travailleur et la plateforme. Vous avez aussi indiqué le rôle des clients, des restaurateurs, mais on ne voit pas toujours les relations de pouvoir aussi qui sont mises en place à l'intérieur de cet écosystème et qui est téléguidé par les plateformes. Mais peut-être ça, c'est un aspect qui me semble aussi pertinent. Autre point à souligner, c'est la pluridisciplinarité. J'ai de la difficulté à prononcer parce que c'est aussi difficile de travailler en mode pluridisciplinaire. Alors, je tiens à vous féliciter de tout ça. Ce que vous mettez en lumière, c'est vraiment la désaffiliation. Et pour reprendre un terme que Robert Castel, grand sociologue que vous connaissez certainement mieux que moi, a mis en lumière, vous
vous mettez en lumière successivement à travers l'analyse fine des conditions de travail les sources de carence de ces travailleurs. Vous portez un éclairage pour que l'on se saisisse des processus générateurs de ces situations de désaffiliation. Et ça, c'est extrêmement important pour mieux comprendre, au fond, ce qui nous reste à faire. Donc, vous retracez le parcours de ces travailleurs et à sa lecture, je n'avais d'autre choix que de revenir à l'histoire. Où à la fin du XVIIIe siècle, on a la disparition de ces corporations. Vous vous rappellerez sans doute de la loi Le Chapelier, etc., où l'individu est laissé seul face à l'État. Je trouvais qu'il y avait beaucoup de liens, évidemment, à reconstituer par rapport à cette histoire du passé. Tout simplement parce que ici, c'est pas seulement le travailleur seul face à l'État, mais c'est aussi face à une multinationale. Et c'est beaucoup plus dangereux encore. On se rappellera aussi du rapport Villermé, qui, donc, aux alentours de 1840, va se promener à l'intérieur des différentes manufactures de soie et de coton et relever, observer sur le terrain et à l'intérieur de différents entretiens les conditions particulièrement effroyables des ouvriers dans ces industries-là. Et c'est pas un hasard d'ailleurs que je mentionne ceci, c'est que évidemment ça va éveiller les consciences, ça va prendre plusieurs années finalement avant que le législateur puisse prendre la plume et à travers les conditions qui y sont dénoncées, pouvoir amorcer la régulation. Et cette régulation, elle va commencer justement par le fait de dénoncer ces conditions de travail, et en particulier sanitaires, de ces travailleurs-là. Conditions sanitaires, mais aussi de temps de travail, donc la durée du temps de travail. Alors, cette analogie, je ne la fais pas de gaieté de cœur parce qu'on a l'impression qu'on est dans un grand recul. Un grand recul par rapport aux conditions de travail. Et je pense que le mérite de ce rapport, c'est justement, en tant qu'auteur, de s'inviter dans le débat quant à mettre la table pour tenter d'améliorer ou de recréer en tout cas un hiatus entre cette l'organisation politique et aussi le système économique. Autrement dit, replacer le social dans ce hiatus-là qui est, à mon avis, complètement oublié. Alors, vous l'avez souligné, je dirais que les données statistiques sont souvent le premier élément qui vont faire bouger les choses. Donc, ça requiert évidemment de s'asseoir avec des statisticiens. Je ne sais plus trop comment ça se passe en France, mais ne serait-ce que de définir ce que c'est. J'ai le souvenir que dans les années 80, ici, on avait l'enjeu de définir ce que c'était que le travail précaire, comment le caractériser. Donc, de retravailler sur les définitions pour essayer de saisir cette réalité, ça m'apparaît comme un point de départ essentiel pour faire bouger les choses. Et j'avoue que vous l'avez très très bien souligné à quel point c'est complexe. L'autre point, c'est sur un aspect peut-être qui est mis en évidence, mais que sur lequel vous auriez pu insister, c'est la question de l'intelligence émotionnelle. Vous l'avez indiqué. Mais je pense que c'est particulièrement aiguisé chez les livreurs et les livreuses, tout simplement parce qu'il y a beaucoup de manipulation émotionnelle, il y a une fatigue émotionnelle qui est considérable, il y a une dissonance émotionnelle. On fait semblant, on a le sourire, même si Arthur pourrait en témoigner. On arrive peut-être avec des conditions sur la route qui ont été difficiles, la pluie, etc. Et malgré tout, il faut faire le sourire au client pour être certain d'avoir le nombre d'étoiles requis. La charge cognitive qui est associée à tout ça, gérer ses émotions en effectuant ses tâches de façon professionnelle, ce volet-là devrait être davantage mis en lumière parce que il fait partie souvent du travail des employés de service.
Mais là, la particularité qu'on a, c'est la fugacité de la relation qui s'établit avec le client. C'est quelques secondes, et dans ces quelques secondes, on est jugé. Et tout ça a des répercussions immédiates, non pas à long terme, mais immédiates. Donc, c'est, à mon avis, un enjeu au-delà des blessures physiques. Et d'ailleurs, cette blessure émotionnelle ou psychologique peut conduire à des blessures physiques. Et je pense là-dessus, il ne faut pas le négliger. Donc, pour moi, c'est un aspect très important sur lequel on peut insister. Vous Je l'avez voudrais encore une. vous Ah oui, demander de conclure, oui, ok. s'il vous plaît. L'autre point, c'est peut-être le contexte, la mise en le rôle des plateformes numériques et notamment en particulier leur puissance. Leur puissance à la fois économique, narrative et technologique. Et il ne faut pas enfin en tout cas sous-estimer cette puissance-là. Et d'ailleurs, aujourd'hui, si on est obligé de faire table rase de l'ensemble des conditions de travail qui ont été pendant des siècles élaborées et qui échappent aujourd'hui aux ces travailleurs, c'est justement par la volonté de ces plateformes-là de faire fi de ce bagage réglementaire. Pour moi, ça m'apparaît essentiel de replacer la puissance de ces plateformes à l'intérieur. Vous l'avez mentionné, mais je pense que c'est quelque chose de tellement fondamental dans le contexte. Alors, je m'arrête là, Isabella. J'étais un peu Merci. longue. Merci, Urwana. Et ça fait bien le lien avec la question que j'aimerais poser à Fabien Grandjean, qui, en tant que pôle travail de la DRETS Nouvelle-Aquitaine, va nous permettre de parler un peu de quel est le contrôle et quelles sont les possibilités, s'il y en a, de contrôle éventuel, soit des plateformes, aussi bien que de la sécurité et de la protection de la santé des travailleurs de Ouais, ces plateformes. merci beaucoup hein, de nous donner la parole, hein, nous, au service de contrôle. Hein. On arrive un petit peu en bout de chaîne, hein, finalement, et souvent, on découvre des phénomènes qui se sont bien installés. Et pour autant, ces phénomènes-là, finalement, ils sont assez courants et assez communs dans le monde du travail. Hein. Et c'est vrai que Madame Kouakou a cité des grandes étapes un peu fondatrices hein, de la construction d'un droit du travail en France. C'est vrai que aujourd'hui, on se demande s'il n'y a pas eu un mouvement de balancier grâce aux technologies. De la même manière qu'on est arrivé du travail au domicile au travail en atelier puis en usine. Hein, vous avez cité Monsieur Robert Castel, vous avez cité bon encore les différentes structures du monde du travail. Ben, aujourd'hui, on se demande si finalement on n'a pas un mouvement de balancier. Et c'est vrai qu'à travers vos témoignages, c'est précieux parce que on se rend compte que, et ça franchement, je l'avais pas mis en plus, je l'avais pas mis en relation. C'est vrai qu'avec le développement de l'IA, on se demande jusqu'où on va aller. Voilà. Donc, pour faire simple hein, quand même et pour aller vers des témoignages un peu concrets, parce que de toute manière, je ne pourrais pas aussi bien dire et aussi doctement ce que vous avez déjà dit, nous, on a, depuis le début des années 2020, commencé à initier des actions de contrôle parce qu'on peut contrôler. Alors, je dis pas que c'est facile, mais on peut contrôler. C'est vrai que la présomption de non-salariat qui a été instaurée en France hein, à partir des années 90 et qui permet donc au travail indépendant de se développer assez facilement, elle n'est pas quand même d'une présomption irréfragable. C'est-à-dire qu'on peut apporter des éléments concrets tendant à matérialiser une subordination. J'ai un petit peu parcouru l'étude et je me suis rendu compte que c'est ce qui est très bien dit, c'est justement que le modèle français, alors il a les avantages et en même temps il a l'avantage d'être binaire, c'est-à-dire qu'on est soit salarié, soit indépendant. Et ça finalement, ben, ça rend les choses un peu faciles parce que ça offre la possibilité à des services de contrôle. Alors il n'y a pas que nous, hein, il y a aussi peut-être la sécurité sociale et donc l'URSSAF qui peut être intéressé, mais ça offre la possibilité donc de recréer un lien de travail, un contrat de travail à travers la prestation de travail qui
par l'ubérisation, est devenu un contrat commercial, alors que derrière, dans bien des cas, on avait un contrat de travail, et même si les plateformes se sont adaptées. Et donc, il y a eu pas mal de tentatives de requalification. Notamment, il y a eu une grosse action en 2021 à Paris et plusieurs PV qui ont été adressés au procureur de Paris. Alors, je sais, pour tout vous dire, je ne sais pas où ça en est, hein. Mais en tout cas, il y a des actions qui sont en cours. Et puis, il n'est qu'à regarder sur Internet le nombre de condamnations qui ont frappé Uber et les millions qu'ils ont déjà été condamnés à verser pour s'apercevoir que, bah, oui, la requalification, elle est possible. Alors après, moi, je vais un petit peu élargir quand même parce que c'est vrai que là, il est question des livreurs de repas. C'est vrai qu'ils sont vachement exposés. Alors, j'ai pas vu l'histoire de Suleiman, mais j'ai vu It's a Free World de Ken Loach à l'époque en 2007, et puis plus récemment, il y a un nouveau film, hein. Donc, j'ai pas vécu ces situations. Par contre, j'ai pu vivre des contrôles de chauffeurs de VTC avec les forces de l'ordre en tenue, hein, qui ramenait donc les chauffeurs-livreurs vers le commissariat pour qu'on puisse procéder à des auditions. Parce que là, vous l'avez dit aussi, ce sont des populations qui sont pas captives. Pas captives. Alors, elles sont captives d'un système, captives d'un travail précarisé, on est d'accord, mais elles ne sont pas captives au sens de l'observation. Et pour nous, c'est la grosse difficulté. On sort d'un cadre d'analyse classique pour nous, qui est celui de l'entreprise, et on se déplace dans la rue. Et là, c'est un peu compliqué. On n'est pas sur un chantier, on est dans la rue, et donc on doit interroger des gens qui peuvent très bien ne pas avoir intérêt à nous répondre. Je pense à des gens qui sous-louent des comptes, je pense à des, quand bien même hein, nous garantirions leurs droits, on est quand même dans un système un petit peu compliqué. C'est peut-être le message que Arthur Hay pourrait leur donner. Faut pas hésiter à parler aux inspecteurs du travail. Dans ce cadre-là, il y a eu quand même, dans le cadre des contrôles VTC, plusieurs procédures qui ont pu être faites, hein, et transmises au parquet de Bordeaux. Mais on est quand même avec une difficulté, voilà, d'avoir la parole des gens qui travaillent, parce que finalement, c'est souvent pour eux le seul travail qu'ils trouvent. Et ils veulent pas en être coupés de ce travail. Et donc, on peut parler de captivité en ce sens. Et c'est là où c'est le plus pervers, c'est que pour nous, c'est un frein et une difficulté. Alors après, l'ubérisation, donc, elle a touché bien sûr la livraison des repas, mais on s'aperçoit par contre qu'elle touche tous les secteurs de l'économie. Et la dernière, alors moi, ça fait quelque temps maintenant que je suis sorti du contrôle, mais la dernière procédure que j'ai pu faire en faux indépendant, hein, en requalification, en travail illégal, c'est une procédure qui concernait des auto-entrepreneurs qui étaient de nationalité bulgare et qui travaillaient pour une entreprise à Bordeaux, hein, et donc qui constituaient des équipes de travailleurs bulgares sur les chantiers et qui, bien sûr, vous vous doutez bien, travaillaient pas du tout dans les conditions de salariés classiques. Et donc là, on a eu une condamnation, hein, mais c'est une condamnation parmi tant de cas et parmi tant de situations qu'on pourrait être amené à observer, mais pour lesquelles on n'a pas forcément les moyens. Et je remercie hein, je vous remercie vraiment alors déjà de nous avoir invités et pour conclure d'avoir réalisé ce rapport parce que la signature ANSES pour nous, c'est quelque chose qui va nous permettre de porter votre discours et qui va nous permettre d'avancer globalement, y compris avec des agents de contrôle qui n'ont pas forcément, euh, alors je dirais pas la sensibilité, mais en tout cas l'objectivation des phénomènes qui leur permet ben, justement d'aller investiguer ces secteurs-là. Et je vous remercie encore. Voilà. Merci Fabien. Merci Fabien. Et il y a de l'espoir, les contrôles sont possibles. C'est Tout ça à qu'on fait. va retenir de ton intervention. Et je voudrais passer à Séverine Beyer parce que pour qu'elle nous éclaire sur tout ce qui est possible, ce qu'il est possible de faire et tout ce que le Médecins du Monde fait autour de la santé des travailleurs de plateforme et des livreurs de plateforme, mais comme le disait Isabelle en introduction, plus largement sur les travailleurs migrants. Séverine? Bonjour à toutes et tous, merci beaucoup pour l'invitation.
J'ai trouvé ça passionnant, les éclairages qu'on a eus jusque-là avec les interventions de tout le monde. Donc effectivement, moi je travaille chez Médecins du Monde. On est une ONG de santé et vraiment qui défend l'accès de toutes et tous à la santé. Et au sein de notre thématique santé-environnement, on travaille sur les inégalités environnementales, les conditions de vie dégradées et les conditions de travail précarisantes. Donc c'est vraiment de ça dont je vais parler et je vais quand même me centrer principalement sur ce qu'on fait par rapport aux livreurs, même si effectivement on a d'autres programmes et projets sur des travailleuses et travailleurs précarisés. Concernant la question des livreurs, on a un programme principal à Bordeaux qui intervient au sein de la maison des livreurs et on a aussi réalisé des diagnostics à Paris, Grenoble et il y a aussi des actions à Rouen auprès des livreurs. Donc, à Bordeaux, comment est venue l'idée de travailler avec les livreurs? Historiquement, on avait des programmes sur squat et bidonville. Et quand ces programmes ont été transférés, les équipes sont allées voir les personnes et leur ont demandé sur quel sujet ils pensaient important que Médecins du Monde continue à les accompagner. Et c'est vraiment venu des personnes elles-mêmes qui ont fait remonter deux thématiques, une sur le travail saisonnier viticole. Et le projet de Bordeaux a toujours des interventions au niveau des travailleuses et travailleurs saisonniers viticoles dans le Médoc, et une autre sur les livreurs de plateforme. Et c'est vraiment à partir de ce qui a été remonté par les personnes que ce projet s'est lancé. Et là, je voudrais vous parler de trois choses, de l'intérêt qu'on a vu en général chez Médecins du Monde au rapport de l'ANSES, des liens et de l'écho que ça a vis-à-vis des constats de terrain, et enfin de tout ce qui était des recommandations dans le rapport et qu'est-ce qui pourrait être fait pour améliorer la santé en lien avec ce qui a été discuté au sein des projets. Par rapport au rapport de l'ANSES, c'est tout ce qui a été dit jusque-là. Ça fait vraiment, il y a une synthèse, ça permet d'avoir des concepts théoriques sur lesquels s'appuyer, de mettre en relation ce qu'on constate sur le terrain avec vraiment tous ces concepts qui ont été décrits dans le rapport. Donc, merci beaucoup. Merci Arthur d'avoir lancé cette idée de rapport parce que ça nous est vraiment utile pour appuyer tout ce qu'on a à dire sur la santé des livreurs. Et ça permet aussi de bien catégoriser toutes ces problématiques de santé et de les lier à des questions organisationnelles, à des facteurs environnementaux. Et ça permet de prendre du recul sur toutes ces questions-là. Donc, ça donne vraiment un cadre. Et par rapport aux constats qui sont faits, on a vraiment les mêmes constats, notamment sur les troubles musculo-squelettiques, les surconsommations de médicaments. Sur la question des accidents qui sont fréquents, il y avait la question de l'ignorance des symptômes qui a été évoquée précédemment. Et ce qu'on constate aussi, c'est le non-recours aux soins ou la difficulté de recourir aux soins. Par exemple, sur le projet, il y a des fois des gens qui ont été vus avec des fractures, un plâtre, et qui se remettent à travailler alors qu'ils ont encore un plâtre, qui se remettent à livrer, tellement est prégnant la nécessité de travailler, ce qui a été déjà décrit auparavant. Et il y avait aussi une inquiétude des livreurs de consulter les services d'urgence, le fait d'être séparés, qu'il n'y ait pas de collectif, que les gens ne sachent pas où se rendre ou comment faire valoir leurs droits. Et le fait d'avoir une maison des livreurs, un lieu collectif où les personnes peuvent se rendre. Et ce que j'ai pas dit et qui est très important, c'est que cette maison des livreurs, elle a été créée avec un collectif de livreurs qui s'appelle Amal et qui participe aussi à la gestion de la maison des livreurs. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important, c'est de faire avec les personnes concernées. Et c'est de ne pas être que nous en tant qu'association, mais d'être vraiment plusieurs. Et donc, ce qui a été fait en lien avec l'équipe de Médecins du Monde à Bordeaux, ça apparaît par exemple été d'aller avec Amal, avec le collectif, voir les services d'urgence et leur expliquer les problématiques des livreurs et ensuite de permettre à Amal d'accompagner parfois des livreurs au niveau des services d'urgence. Donc de vraiment rapprocher les personnes du soin et de limiter toutes les barrières d'accès aux soins par les échanges et en partant des préoccupations des personnes concernées. Santé psychique, ça a aussi été très bien décrit dans le rapport. Et l'intérêt d'avoir des lieux collectifs comme la maison des livreurs, c'est vraiment aussi de recréer
des lieux de solidarité, des lieux où on fait du collectif, parce que c'est ce qui a été très bien dit jusque-là, c'est qu'on est vraiment sur une atomisation et le fait d'être chacun séparé de son côté, de plus avoir de collectif de travail, et le fait d'avoir un lieu où on peut venir à la fois pour avoir du soin, des consultations, des conseils par rapport à sa situation administrative, comment mieux recourir aux soins, pouvoir faire réparer son vélo, que les horaires d'ouverture soient adaptés et juste d'avoir un lieu d'accueil. Ça, c'est vraiment très important et ça va aussi jouer sur la santé psychique. Et ce qui a aussi été constaté et ce qui n'avait pas été vu initialement sur le projet de Bordeaux, c'était tout ce qui était question aussi de troubles urogénitaux, retentissement sur la vie sexuelle et affective, tout ce qui a été décrit jusque-là dans le rapport. Et il y avait effectivement le fait d'être sur le vélo en permanence, le fait aussi de ne pas avoir accès aux toilettes. C'est ce que certains livreurs rapportent aussi, c'est que même s'ils vont dans les restaurants, parfois certains restaurateurs ne laissent pas l'accès aux sanitaires, de ne pas pouvoir avoir accès à l'eau non plus de façon systématique. Et si je reviens juste, par exemple, sur les troubles musculo-squelettiques, ce qui a été mis en place, c'est des consultations, par exemple, de kinésithérapie. Au début, ce n'était pas quelque chose qui était forcément demandé par les livreurs, mais le fait que ça a été mis en place, les livreurs ont ensuite vu l'intérêt et c'est quelque chose qui a ensuite été demandé et qui suscite vraiment l'intérêt de pouvoir avoir ces consultations. Et il n'y a pas que du soin, il y a aussi de la prévention qui est mise en œuvre, avec soit de la prévention au niveau individuel, quand les personnes sont vues par les kinés, mais aussi au niveau collectif. Il y a aussi des sessions de sensibilisation collective qui sont organisées sur, par exemple, la posture à avoir au niveau du vélo, ou sur toutes ces questions de prévention. Donc j'en viens aussi là à tout ce qui est dit dans les recommandations, cette question de sensibilisation sur les risques. On pense que c'est effectivement particulièrement important, au même titre que les équipements de protection, et renforcer l'obligation en termes de santé-sécurité de façon globale. Et de partir vraiment des livreurs et de leurs besoins. Il va y avoir, là, il y a une étude qui a été faite par l'IRD auprès d'environ 1000 livreurs, à la fois sur Paris et sur Bordeaux. Et ça va permettre de donner des informations sur la santé des personnes. Et on a travaillé avec les livreurs autour des premiers résultats de l'étude. Et donc, je pense que c'est ça qui est vraiment important aussi, c'est d'écouter ce que les livreurs ont à dire sur ces questions-là. Et il y a des choses qui sont ressorties effectivement sur comment aider à ce que les restaurateurs, les clients puissent mieux prendre en compte tout ce qui arrive aux livreurs. Il peut y avoir de la violence qui provient parfois des restaurateurs, des clients. Il y a aussi tous ces contrôles de police auxquels peuvent être soumis certains livreurs. Et tout ça, c'est des choses qui ont été rapportées par les livreurs. Et aussi comment on améliore de façon générale leur santé et leur accès aux soins et à la santé. Juste, Séverine, est-ce Oui. que vous pouvez préciser ce qu'est l'IRD pour tout le monde? Ah, oui, bien sûr, c'est un institut et ils ont fait, il y a des chercheurs qui ont travaillé sur une photographie à un instant donné de l'état de santé des livreurs. C'est-à-dire qu'il y a tout un questionnaire qui a été passé durant l'été auprès des livreurs à Paris et à Bordeaux, et ça a été fait par les livreurs eux-mêmes, en fait, qui ont participé à l'enquête et qui ont fait passer les questionnaires. Et donc, ça va nous permettre d'avoir une photographie de l'état de santé avec toutes ces questions qui ont été faites sur à la fois les conditions de travail et sur la santé perçue des livreurs. Donc pour conclure, c'est vraiment pour dire que merci à l'ANSES pour ce rapport qui est vraiment très utile. Rappeler l'intérêt d'avoir des lieux comme les maisons des livreurs ou les maisons des coursiers pour les accompagner. Et ce qui est important aussi dans ces maisons de livreurs, ce qu'on a constaté, c'est que quand il y a des salariés,
c'est toujours beaucoup plus facile. Ce qu'on voit par exemple à Grenoble, c'est qu'il n'y a pas de salariés au sein de la maison des livreurs de Grenoble et c'est plus difficile au départ pour lancer, pour les horaires d'ouverture, pour accompagner les personnes. Donc on pense que vraiment, en tout cas au départ, c'est important d'avoir des salariés pour faire un accompagnement. Et ce que j'ai déjà dit, mais qui est vraiment important, c'est de s'appuyer sur les collectifs de livreurs qui existent et qui peuvent faire remonter leurs besoins et leurs besoins sur la santé, sur l'accès et parler de ce qu'ils rencontrent au quotidien comme frein justement dans cet accès à la santé. Merci. Merci Séverine. Je ne sais pas si on a des questions dans le chat, des questions spécifiques, ou si quelqu'un veut intervenir. Ce que je soulignerais par rapport à tout ce qui a été, oui, je vois qu'il y a quelqu'un qui veut intervenir, donc je vais donner la parole tout de suite à Camille. Mais ce que je voulais souligner, c'était l'importance aussi de l'aspect aussi financier et de ressources, de besoin de ressources pour animer ces maisons de livreurs, ces maisons dans lesquelles le collectif a de la place et peut servir à quelque chose, comme l'a bien souligné Séverine et comme l'a souligné aussi Arthur. Alors soudain, nous avons beaucoup d'interventions possibles, mais qui doivent être très courtes, puisque, comme vous l'avez entendu, le record, il va bientôt s'arrêter. Et donc, je vais donner la parole à Émilie, qui a levé la main. Oui, bonjour à tous. Je suis moi, alors je travaillais avant avec Isabelle sur les livreurs de plateforme et puis je suis maintenant chercheur à l'INRS. J'avais une question, peut-être qui s'adresse à Isabelle ou à Oana, je ne sais pas, sur ce qu'on peut espérer de la transposition de la directive européenne dans le droit national, quel espoir on peut porter là-dedans et puis qu'est-ce que ça peut engager justement en termes de prévention pour les livreurs. Alors, sans vouloir bloquer Thomas qui avait levé la main mais qui l'a rebaissée, je vais donner la parole à Isabelle qui pourra peut-être nous faire une petite réponse à la question d'Émilie en direct, et puis une synthèse et une conclusion en fait. Tout, quoi. Bah, comme d'habitude, Isabelle. Bon, alors, je comptais en effet, en conclusion, évoquer la transposition de la directive européenne sur les travailleurs de plateforme, ainsi que le projet d'une convention internationale de l'OIT sur le travail de plateforme. Est-ce qu'on peut espérer quelque chose de positif? Oui, bien sûr, puisque la directive européenne pose quand même le principe d'une présomption légale de contrat de travail, euh, avec cependant un mais ou une nuance, c'est que cette présomption légale de contrat de travail, elle doit être mise en place, pensée, conçue par les États membres, et que la preuve de, ou la contre-preuve de la présomption légale de contrat de travail sera faite selon les conditions habituelles sur le sujet dans chaque État membre. Hein. Donc là où la directive avait voulu créer des critères harmonisant la présomption légale de contrat de travail des travailleurs de plateforme, pas seulement des livreurs, hein, puisque ça s'adresse à toutes les plateformes numériques qui réunissent les critères et les caractéristiques qu'a donné Thomas Bayeux dans son début d'exposé. Donc ça va au-delà de la législation actuellement en vigueur en France qui ne s'intéresse que aux travailleurs des plateformes de mobilité, c'est-à-dire transport de marchandises, transport de personnes. Là, on a un texte qui couvre l'ensemble des travailleurs de plateforme, avec le postulat d'une présomption légale, mais qui est soumise en fait au regard, à la lunette donc du droit en vigueur dans chacun des États membres. Donc ça, c'est quand même le bémol. Euh, Ça veut dire que les choses vont pas être transformées radicalement, mais elles peuvent l'être. Je dirais que en France, on n'est pas sans rien, c'est-à-dire qu'on a un législateur qui a construit quand même, on va dire, une riposte en amont à une possible transposition.
puisqu'il a mis en place un droit spécifique pour les travailleurs de plateformes de mobilité, avec un dialogue social qui est stoppé depuis l'année dernière parce qu'on est en attente de la transposition, mais un dialogue social qui a produit peu ou prou des résultats, qu'on soit ou pas d'accord, mais qui, à mon avis, peut jouer le rôle d'un frein dans ce passage au salariat. Euh, Par contre, ce qui est important dans la directive européenne, et là, ça sera, à mon avis, une très grande avancée, c'est qu'elle pose la question de l'usage des algorithmes et du management algorithmique dans des travailleurs, qu'ils soient salariés ou indépendants. Alors, et ça, c'est quand même quelque chose de très nouveau, c'est-à-dire que même les travailleurs indépendants ont, du fait de cette directive, se voir reconnaître des droits à l'information, des droits à des rapports d'évaluation sur ces systèmes algorithmiques de management, etc., etc. Donc, voilà, c'est une directive à deux plans, si je puis dire, hein, où on commence en fait là à construire quelque chose, à élaborer quelque chose, hein, mais c'est un premier pas sur le management algorithmique du travail, je dirais presque en général, hein. Même si ici on parle que des travailleurs de plateforme, il y aura sans doute un jour, j'espère, une directive européenne ou un règlement européen sur le management algorithmique du travail tout court, si je puis dire. Et puis, il y a ce projet de convention de l'OIT sur les travailleurs de plateforme. Et ça aussi, je pense que c'est extrêmement important parce que ça va en fait donner la possibilité d'avoir une norme internationale, donc à laquelle peuvent adhérer quand même plus de 185 États dans le monde, c'est-à-dire quasiment le monde entier. Bien sûr, c'est une faculté, hein, ce n'est pas une obligation d'y adhérer, de la ratifier. Euh, et qu'il a encore quand même, et je pense que ça c'est la victoire de la première année de discussion au sein de l'OIT du projet de convention sur le sujet, c'est que d'abord c'est une convention qui va être adoptée et pas une recommandation. Donc on est dans une norme, on va dire, pour aller vite, de hard law, hein, de droit dur. Euh, et deuxièmement, on a intégré la possibilité, enfin, je pense, oui, le fait que ces travailleurs, eh bien, enfin, pourraient jouir d'une présomption de contrat de travail. Euh, mais à mon avis, l'OIT va faire comme l'Union européenne, c'est-à-dire va renvoyer aux États membres ce pouvoir de dire qu'est-ce que c'est qu'une présomption légale de contrat de travail, de la circonscrire, de lui donner son périmètre, de lui donner ses critères. Mais ce qui est important, à mon avis, dans ce projet de norme, c'est que l'OIT, quand même, a un dessein de travail décent pour tous les travailleurs. C'est son projet, c'est sa stratégie du 21e, que ces travailleurs soient des travailleurs salariés ou qu'ils soient des travailleurs indépendants ou qu'ils soient des travailleurs informels, hein. Pour nous, traduisons, des travailleurs en situation irrégulière. Ok. Et ce travail décent, c'est quoi pour l'OIT? C'est d'abord de leur reconnaître tous les droits fondamentaux auxquels ont droit les travailleurs salariés, c'est-à-dire liberté syndicale, droit de négociation collective, interdiction du travail forcé, interdiction du travail des enfants, interdiction des discriminations dans l'emploi et, sujet qui nous intéresse, euh, santé et sécurité au travail pour tous les travailleurs, avec deux conventions fondamentales sur la santé et la sécurité au travail qui sont amenées à être ratifiées par l'ensemble des États membres. Et je dis, pour ceux qui ne le sauraient pas, que justement, la France vient de signer la deuxième des deux conventions fondamentales. Donc, du point de vue des obligations formelles, la France est désormais, depuis quelques semaines, je dirais, à jour vis-à-vis de ses obligations vis-à-vis de l'OIT. Donc ça me semble extrêmement important, mais on a quand même encore une année de discussion. La convention, si elle est adoptée, elle ne sera adoptée que au mois de juin 2026. Voilà. Et je voudrais terminer par un élément qu'a souligné Juana euh, et que je trouve vraiment très très bien et très justement dit, c'est la fugacité de la relation avec le client. J'ai trouvé que cet élément donné par Juana à propos de
de la charge émotionnelle, de la dissonance émotionnelle, elle me semble, ça me semble très très juste, très fort. Parce qu'en effet, le travailleur de plateforme qui essaye de répondre au mieux aux injonctions, hein, et parfois même de dépasser ses propres peurs, ses propres angoisses, en fait, il n'a aucun retour positif. Et parfois, il ne voit même pas le client, puisqu'il dépose le repas en bas de l'escalier ou en bas de l'ascenseur. Et donc, tout ce à quoi il s'efforce d'être au mieux de ce qu'on attend de lui, et qui en dernier ressort pourrait être le remerciement ou la reconnaissance du client, lui échappe également, ou c'est si vain, si évanescent, que ça ne vient pas du tout compenser l'effort qu'il a accompli pour aller dans ce sens-là. Et je pense en effet que c'est une très grande source de souffrance psychique. Voilà. Merci beaucoup. Je ne vais pas en rajouter davantage. Merci beaucoup. Merci à tout le monde, à la présentation parfaite de l'ANSES et aux discutants. J'ai vu dans le chat qu'il y avait quelques questions sur les femmes, sur l'environnement, tout ce que l'on n'a pas pu aborder aujourd'hui, mais peut-être qu'il y aura un autre séminaire. Et la question des femmes est très importante, pas forcément pour les livreurs de plateforme, mais dans d'autres formes d'ubérisation du travail. Mais merci encore, merci à Isabelle et à Loïc pour avoir organisé ce séminaire. Et puis, bonne soirée à tout le monde. Au revoir.